Bon, donc, j'ai le plaisir cet après-midi de présenter le premier intervenant, Thibaut Damour. Donc, Thibaut était professeur à l'Institut des hautes études scientifiques que je dirige depuis une douzaine d'années. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir interférer avec lui. Donc, Thibaut est un grand spécialiste de relativité générale. Il a beaucoup travaillé sur des trous noirs, sur beaucoup de choses. J'ai eu la chance d'assister à beaucoup d'exposés de Thibaut variés, parce qu'il apprécie énormément de s'exprimer pour un public très général et de diffuser la science. Des exposés intitulés Troublant trou noir, des exposés de Thibaut sur la notion de temps chez Einstein et Proust. C'est quand même des choses importantes. Et ce qui a été, donc, je suis mathématicien et je suis assez intéressé par les discours entre différentes disciplines. Et avant de rejoindre l'IHES, euh, j'avais peu d'interactions avec des physiciens. Et durant la période où j'étais à l'IHES, il y a eu une grande révolution scientifique qui a été la détection des ondes gravitationnelles par LIGO et Virgo. Et Thibault avait fait des prédictions scientifiques 25 ans plus tôt, qui ont été cruciales pour cette détection. Et tous les jours, pendant cette période, Thibault nous racontait les développements de qu'est-ce qui se passait réellement au quotidien dans l'Aigo et Virgo. Et c'était absolument passionnant comme débat scientifique entre différentes disciplines. Alors l'idée de cette conférence, c'était d'avoir un débat entre toutes les types de sciences, parce que je reconnais que maths et physique théorique, c'est un petit peu limité. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est un plaisir. Thibaut a eu tous les plus grands prix que vous pouvez imaginer. Et je suis ravi de lui laisser la parole. Juste quelques mots sur propre désir de science, qui a commencé quand j'étais gamin à une fascination pour Bourbaki, c'est-à-dire ce mouvement abstrait de renouvellement des mathématiques créé en grande partie ici à l'école normale, en tout cas par des normaliens. Et puis, parce que l'enseignement français donnait plus de place aux maths qu'à la physique. Et après, j'ai découvert la physique et la nouvelle fascination a été Einstein, depuis que j'ai découvert Einstein, c'est devenu ça qui a créé mon désir de physique théorique. Mais je voulais dire que dès le début, mon but, j'étais attiré par la physique théorique, ce qui veut dire quel est le comment derrière la réalité physique autour de nous. Mais c'était en parallèle avec une question qui taraudait tout le temps du pourquoi, c'est-à-dire à la fois la philosophie et la métaphysique, soit il quelque chose plutôt que rien. Et à ce propos, j'aimerais citer une phrase du livre de Schrödinger de 1950 qui s'appelle La science comme élément constitutif de l'humanisme, dans lequel il se pose la question, quelle est la valeur de la recherche scientifique? Sont ses conséquences pratiques dans la technologie, l'industrie, etc. Non, c'est la vraie valeur de la recherche scientifique, c'est de contribuer à répondre à la question de Plotin, citation des Énéades, et nous, qui sommes-nous en définitive, dit Céotone. Et j'ai toujours été frappé par le livre de C.P. Snow sur les deux cultures, qui montre qu'à partir des années 50, la culture littéraire, philosophique a divergé de la culture scientifique. Comme dit Snow, on peut admettre qu'on est totalement ignorant de ce qu'est le deuxième principe de la thermodynamique, de la théorie d'Einstein, mais si on dit qu'on n'a jamais entendu parler de Picasso, c'est vraiment nul. Euh, et puisque par exemple dans les années 20, je suis frappé qu'il y avait un dialogue à distance entre Proust et Einstein, puisque des lettres de Proust où il dit on m'écrit que mes idées sur le temps sont proches de celles
Einstein, mais j'aimerais qu'on m'explique, parce que quand j'essaye de lire Einstein, je suis arrêté par des signes cabalistiques que je ne comprends pas, mais il y avait un vrai désir de Proust de comprendre ce que Einstein disait sur le temps. Pour finir, je voulais juste dire que j'ai eu la chance de dialoguer dans le cadre de l'IHES avec Gilles Châtelet, qui était un mathématicien au départ et philosophe, mathématicien, essayiste, qui était un des esprits les plus profonds avec lesquels j'ai interagi. Si vous n'avez jamais lu Gilles Châtelet, je vous conseille d'essayer de le lire. Parce que, et en France, après un certain moment, j'ai ressenti le besoin aussi de partager mon désir de science et ma fascination envers moi. Pourquoi la science? Très belle. Et j'ai jamais réussi à dialoguer vraiment avec des philosophes en France. J'ai dialogué avec un écrivain, euh, dit Jacob. Et pour essayer, mais après j'ai été frustré par le fait que quand on écrit des textes où on écrit pourquoi la science, c'est beau, c'est intéressant, Einstein, les trous noirs, à la fin quand on relit, on se dit mais personne ne peut vraiment comprendre s'il n'y a pas les équations derrière. Si on manque cet accès, et c'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai travaillé avec un jeune dessinateur belge pour faire une bande dessinée, parce que je pense que l'image permet parfois de faire comprendre mieux, par exemple, même les concepts fondamentaux de la mécanique quantique et la superposition des réalités en jouant avec les couleurs. Voilà tout ce que je voulais dire. Bon, et ben, très bien, ben, on va pouvoir commencer donc cette seconde table ronde de la journée, donc en compagnie de Roberto Poma, de Anne Abeyé et de François Jouve, et qui porte donc sur la question de savoir comment nous nous parlons, ou comment ils se parlent, parce que moi je suis pas scientifique, entre scientifiques. Alors, on a un petit peu discuté ensemble en amont de cette table ronde et on pensait en fait aborder trois questions différentes mais articulées. La première question, ce serait celle de savoir comment on se parle au sein d'une même discipline ou d'une même communauté scientifique. Ensuite, la deuxième question, comment on se parle entre scientifiques de disciplines différentes et donc la question en fait de l'interdisciplinarité ou de la transdisciplinarité et on verra toutes les difficultés qu'elle pose et les perspectives qu'elle ouvre. Et puis enfin, la question de savoir comment ces dialogues entre scientifiques peuvent aussi aider ou impliquer une nouvelle relation entre les scientifiques ou les philosophes et, disons, le grand public ou la société. Donc, on va faire un petit tour de table sur ces trois sujets. Donc, première question que je vous pose à tous les trois. Qu'avez-vous à nous dire donc sur la manière dont se parlent les scientifiques entre eux au sein de leur discipline? On avait évoqué un petit peu ensemble bah, cette tension entre d'un côté un désir commun, un engagement dans la recherche, une passion qui va faciliter le dialogue, mais aussi des effets potentiels de concurrence, de compétition, qui peuvent être liées aussi à certaines politiques de la recherche qui ont été évoquées ce matin à travers la question de la recherche par projet notamment. Et puis, on avait aussi évoqué la question des langues. En quelle langue se parle-t-on avec la question de la langue mathématique, mais aussi avec la question, bah, évidemment, de l'internationalisation, de la langue, de l'anglais comme langue prédominante, de la diversité des langues. Donc, bah, si vous voulez bien, je vous laisse la parole chacun à votre tour. Qui souhaite commencer? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Roberto Poma. Donc, mon domaine de recherche est l'histoire des sciences, essentiellement, et puis plus récemment la philosophie du soin et de la santé. En histoire des sciences, je
je travaille encore sur le XVIe et le XVIIe siècle, sur les sciences naturelles et sur la médecine en particulier. Alors, pour répondre à la première sollicitation, je dirais que les scientifiques en histoire des sciences, en tout cas de mon expérience, se parlent sous une modalité assez étrange qui est celle de l'amitié paradoxale. C'est-à-dire, d'un côté, on tient tous à avoir un ethos qui affiche une passion pour la recherche, pour son sujet, une rigueur, un dévouement total à son sujet, mais de l'autre côté, on a peur d'en dire trop parce que en histoire des sciences, on travaille beaucoup en solitaire, en bibliothèque, avec des manuscrits ou avec des imprimés rares. En général, on essaie de se démarquer des collègues en travaillant sur des imprimés qui ne sont pas scannérisés, qui ne sont pas numérisés sur Google ou sur archive.org. Et donc, voilà, on est toujours un petit peu gêné. Il faut d'un côté, voilà, on essaye d'un côté de montrer que voilà, on est sur un super sujet hyper intéressant qui va révolutionner la façon dont on travaille sur tel autre sujet de la médecine ou de la physique du XVIIe siècle, par exemple. Mais de l'autre côté, il ne faut pas en dire trop, il ne faut pas trop dévoiler un petit peu les ressorts de sa recherche, parce que disons, le fait d'avoir mis la main sur une source inédite ou d'avoir un point de vue original, personnel sur une matière qui est déjà connue, peut vraiment faire la différence au moment de la publication. Donc, ça peut vraiment démarquer la valeur d'une publication par rapport à une autre. Donc, il faut éviter de trop en dire. Mais il faut quand même disons, je trouve qu'on essaye quand même d'avoir un ton et une approche très amicale parce que les rencontres sont très importantes. Si d'un côté on travaille tout seul, enfin, il y a un moment assez solitaire de la recherche, on ne peut pas tout seul monter un projet, on ne peut pas tout seul être sûr que son travail a une validité scientifique véritable. Donc c'est voilà, c'est le rôle des rencontres qui me semble assez important dans un parcours scientifique. Et concernant pardon, il y a aussi un autre sujet en histoire des sciences, ce sont les traditions nationales. Parce qu'il y a une manière de faire de l'histoire des sciences en France qui diffère de la manière dont on l'a fait en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Et moi, j'ai par exemple été confronté à un problème majeur au moment où j'ai co-dirigé un projet ANR franco-allemand sur l'histoire de l'erreur en médecine, c'est d'avoir très bien démarré le projet, d'avoir très mal terminé parce qu'on ne s'est pas entendu du tout sur le sens du mot erreur, sur ce qu'on recherchait quand on cherchait une erreur, c'est-à-dire est-ce qu'on cherche le mot erreur dans le texte ou bien on cherche dans le champ sémantique de l'erreur, donc l'illusion, le péché, voilà, tout un tas d'autres termes qui orbitent, qui gravitent autour du terme de la notion d'erreur. Et puis on s'était pas entendu sur la manière de travailler. Est-ce qu'on travaille de façon descriptive? Est-ce qu'on restitue en gros le contenu des textes du XVIe au XVIIe siècle? Ou bien faut-il, enfin ça c'est du côté français, faut-il insister sur l'aspect épistémologique, sur la construction de la pensée, de l'erreur? Qu'est-ce qui permet de discriminer une pensée, une pratique correcte, une pratique erronée? Voilà, donc ça c'est terminé pas en bagarre, parce qu'on garde toujours l'éthos très amical, très cordial, comme ce matin. Tout le monde a parlé de façon très urbaine, je dirais, très polie, même s'il pouvait y avoir des tensions souterraines qu'il fallait décrypter. Et donc, voilà, ce sont des risques assez importants, inhérents à la recherche dans mon domaine. Après, je parlerai des autres aspects. Je sais pas. Oui, bonjour, je suis Anna Bélier, donc je suis linguiste et j'ai toujours eu du mal à choisir entre lettres et sciences. J'aimais beaucoup
les lettres, la philo et les maths et la physique. Quand j'étais au lycée, j'ai eu beaucoup de mal à choisir en prépa parce que malheureusement, il fallait choisir. Et donc, j'ai été vraiment heureuse de découvrir la linguistique qui n'existait pas ni au lycée ni en prépa comme une approche scientifique des langues. Et ma spécialité, c'est la syntaxe. Donc, c'est les structures sous-jacentes aux langues. Et, et donc, c'est différent de la grammaire. Si vous avez une vision de la grammaire comme plutôt prescriptiviste, c'est-à-dire qui dirait comment il faut parler ou les fautes à ne pas faire. Donc, si en tant que linguiste, on fait de la grammaire, c'est au sens de la grammaire générative de Chomsky, c'est la grammaire mentale, voilà, découvrir les règles qu'on a dans la tête en tant que locuteur. Et donc, comment on se parle en tant que scientifique? D'abord, on se parle en anglais. Et c'est un peu paradoxal pour moi qui finalement travaille plus sur le français que sur d'autres langues. Donc, moi, j'ai un peu deux activités. J'ai une activité où je fais des articles pointus et c'est un travail collectif, c'est un travail de laboratoire. En linguistique, on ne peut pas travailler tout seul dans son coin. Donc, on va au labo tous les jours et on partage, enfin, partage des données et on partage les efforts parce que pour trouver ces règles sous-jacentes, on ne peut pas, comme au début de la grammaire générative, juste se demander ou demander à son voisin ce que tu dis plutôt ceci ou cela, pour trouver ce qui est impossible, pas ce qui serait pas malgré que, hein, pas des choses qu'on vous dit de pas dire, mais qui font partie de la langue, non, des choses impossibles qui montrent des contraintes ou simplement des préférences. Voilà, dans quel cas on utilise le passif, dans quel cas on utilise l'actif. Pour tout ça, il faut beaucoup de données, donc ça prend beaucoup de temps de collecter toutes ces données, que ce soit à l'écrit, à l'oral. Donc, je fais de la syntaxe, mais je collabore forcément à ceux qui travaillent sur le vocabulaire, à ceux qui travaillent sur l'oral, parce qu'il y a aussi une grammaire de l'oral. La grammaire, c'est plus général, c'est à la fois écrit et oral. Et donc, on a vraiment besoin de compétences variées et de voilà, se répartir les efforts. Il faut annoter des données, voilà, les retranscrire. Enfin, voilà, on passe beaucoup de temps le nez dans les données. Donc, c'est important d'être plusieurs. Et moi, je ne suis pas prudente, je suis peut-être naïve, mais je ne suis pas prudente. C'est-à-dire, je pense que ce qui est important, c'est de partager. Donc, de partager, pas seulement de publier en open access, donc que les publications soient accessibles, mais aussi que les données soient partagées. Et moi, ce que j'admire tout le temps, c'est enfin, on peut avoir des relations amicales aussi sur la durée, puisqu'on finalement, on va retrouver un peu les mêmes gens année après année dans les colloques, dans les conférences. Mais ce que j'admire, c'est en général, on peut écrire, donc ça c'est l'intérêt du courrier électronique, on peut écrire aux autres, aux collègues, à ceux qu'on ne connaît pas. En général, en tant que scientifique, on a une page web où on a au moins une adresse mail accessible. Et les gens vont nous répondre, les collègues vont nous répondre et vont même nous donner les données. Si effectivement, maintenant on met les données sur des sites, mais enfin, pour les publications plus anciennes, les gens pas forcément les données en ligne. Et ça, je trouve ça toujours réjouissant que les gens soient prêts à partager leurs données. Ça permet aussi des garanties de scientificité, de réplicabilité, c'est-à-dire qu'on passe aussi du temps à réanalyser les données des autres, parce qu'évidemment, on a des théories différentes, on n'est pas toujours d'accord, et c'est vraiment important de se confronter à des théories différentes. Voilà, tu es prêt à apporter la contradiction, à se justifier, il y a une espèce d'émulation. Et donc, ça peut passer aussi par réanalyser euh, pour avoir des résultats différents. Et je veux dire, ce qui est important aussi dans cette communauté, c'est de ne pas être cantonné dans sa sous-discipline. Moi, finalement, j'ai plus travaillé sur le français que sur d'autres langues. Mais c'est important de lire ce qui est fait sur d'autres langues. On dirait il y a des centaines et des centaines de langues, mais évidemment, si je lis quelque chose sur le japonais ou sur le portugais brésilien, ben, ça peut me donner des idées. C'est ça aussi, être linguiste, c'est s'intéresser au langage à travers les langues. Donc, en gros, toutes les langues se ressemblent, surtout si on regarde leur structure. Et donc, ce qui a été vu par des collègues tel endroit de la planète sur leur langue peut être tout à fait pertinent. Je crois que c'est ça. Et donc, l'anglais, oui, c'est devenu une langue de travail. Donc, soyez multilingue, soyez polyglotte, mais au moins parlez anglais.
Merci. Moi, je vais peut-être commencer par les papillons. Parce que moi, mes papillons à moi, alors c'est marqué mathématicien, je suis mathématicien appliqué. Je, euh, peut-être c'est important pour la seconde partie de ce que j'ai dit. Euh, mes papillons à moi, c'est quand j'ai appris à faire une addition avec une retenue. Je savais faire 3 plus 4, mais je savais pas faire 12 plus 19, sauf en comptant sur mes doigts. Et le jour où j'ai su faire ça, j'ai ressenti un truc interne que je ressens toujours. N'importe quel petit problème, même absolument pas intéressant. Une espèce de jubilation interne. Et ce que je voulais dire sur le désir de science, c'est que on a parlé des grands problèmes qui agitent le monde. Mais je pense que dans chaque chercheur, il y a un petit bonhomme qui arrive à faire 12 plus 19 et qui ressent un moment, une jubilation interne. Et c'est ça qui nous mène. En fait. Voilà. Après, j'étais fasciné par les étoiles, la physique, tout ça. C'est pour ça que j'ai fait des maths appliquées plutôt que de suivre pour Baki, qui m'a jamais trop. Alors, comment on se parle entre alors justement, comment on se parle entre mathématiciens? Euh, alors, on se parle en anglais en général, et les mathématiciens, ils ont toujours l'impression qu'ils sont un peu uniques par rapport aux autres disciplines. Et alors, je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai d'un certain point de vue, c'est-à-dire qu'ils utilisent un langage, donc les signes cabalistiques en question, qui a été mis au point d'ailleurs assez tardivement, hein, au XVIIe siècle, plus tard. Et ces signes cabalistiques permettent de nous faire comprendre d'un chinois avec un petit peu d'anglais pourri autour pour faire la sauce, mais on arrive à se comprendre grâce à la notation mathématique universelle qui est, enfin, il n'y a pas d'autre exemple, si ce n'est la musique. Les musiciens aussi, c'est absolument universel. Et donc, on a ce socle qui permet de comprendre sur l'essentiel. Mais alors après, à l'intérieur des mathématiques, je pense que si je discute avec Emmanuel, il va avoir beaucoup de mal à m'expliquer ce qu'il fait. Il le fera avec plaisir, parce que on est quand même assez segmenté dans des sous-disciplines très très spécialisées. Et parfois, hein, même avec le mauvais anglais et avec les signes cabalistiques, on n'arrive pas trop à se comprendre. Par contre, quand on est dans le même sous-domaine, on se comprend sans trop se parler. Par exemple, quand on travaille, au tableau, on met sous le tapis plein de choses parce qu'on c'est le socle commun et on n'a pas besoin de raconter le détail pour pouvoir se comprendre. Mais donc moi personnellement qui fais des choses appliquées, donc appliquées à la physique, la médecine, je vais en parler un peu plus tard. euh, je pense que je comprends plus des physiciens que certains mathématiciens fondamentaux. Donc, ouais, ce désir, je l'ai eu dès le début de vouloir mélanger les disciplines. Alors, à l'époque, dans cette belle école, c'était pas très bien vu de faire des choses appliquées. Hein. On avait choisi maths, on faisait des maths, quoi, du Bourbaki, parce que sinon, c'était un peu. Donc, c'était. Au début, c'était pas facile, et puis après, quand on décide de faire des choses appliquées, bah, il faut arriver à discuter avec les disciplines qui sont connexes, hein. Pas connexes, mais qui sont avec qui on va travailler, et c'est pas toujours facile. Mais peut-être ça fait partie du deuxième volet. Je peux. Non, parce que j'avais autre chose. Excusez-moi, j'ai l'esprit d'escalier. J'avais pas vu autre chose. En plus des signes cabalistiques, on a un certain corpus de mots qui sont des mots qui sont tirés de la langue commune et qui veulent dire tout à fait autre chose en mathématiques et qui veulent dire des choses tout à fait précises et rigoureuses. Enfin, tout le monde se connaît, je sais pas, groupe, anneau, corps, tout ça, c'est des mots de la langue française qui n'ont pas du tout le même sens en mathématiques et qui ont un sens ultra précis et qui sont traduits ensuite littéralement dans toutes les autres langues. Alors, bon, les mathématiques, ça vient du français, de l'anglais, de l'allemand, italien, je veux dire italien.
Et, euh, et puis c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, historiquement, au XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc ces mots-là sont restés. Et, et alors, donc j'avais commencé à faire une liste de ces mots, peu importe en fait. Puis après, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de m'en trouver plein. Il m'en a trouvé une. Enfin, en fait, tous les mots des mathématiques sont des mots de langue courante qui sont pervertis, enfin pervertis ou précisés, enfin euh, en un sens qui en général a pas grand-chose à voir avec le sens initial et qui permet de nous comprendre avec notre anglais. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour ces témoignages. Bravo, ouais. Et bah, puisque vous l'avez un petit peu abordé, François, cette question du dialogue entre les disciplines, justement, je crois que vous y avez tous les trois été confrontés. Enfin, c'est ce qui était apparu quand on avait discuté ensemble. François, parce que vous, effectivement, en tant que donc dans le champ des mathématiques appliquées, bah, il faut bien les appliquer à quelque chose. Donc vous, c'était notamment à la médecine, me semble-t-il. La linguistique, Anne, vous nous aviez dit que vous avez été tout de suite confrontée à des coopérations, des collaborations, notamment avec l'informatique et la psychologie. Et puis, Roberto, vous, dans le champ donc de, disons, la philosophie des sciences, bah, forcément, ça implique de travailler avec différents champs scientifiques et puis l'épistémologie de la médecine aussi et vos enseignements dans le cadre d'une école d'ingénieurs. Donc peut-être que si vous voulez chacun, bah, dans l'ordre que vous souhaitez, hein, mais chacun témoigner un petit peu de ses expériences, montrer peut-être les difficultés que ça a pu poser ces modes de dialogue-là, et puis bah, ce que ça vous a apporté aussi et comment vous avez réussi à dépasser éventuellement certaines barrières. Oui, alors la première difficulté de dialogue avec d'autres disciplines, en tout cas pour ceux qui est de l'histoire des sciences, réside dans le dialogue avec la science dont on fait l'histoire. Parce que quand on est historien de la médecine, hein, on a un rapport aux sciences médicales qui n'est pas le même que le médecin a avec sa propre discipline. C'est la même chose pour la physique ou pour la chimie. Par exemple, en, en histoire des sciences, il est quasiment interdit de parler de prix Nobel. C'est-à-dire, la façon de faire l'histoire à travers les prix Nobel, c'est une façon biaisée, qu'on appellerait weak, de faire l'histoire des sciences, c'est-à-dire du point de vue de ceux qui ont, enfin, du point de vue de ceux qui ont gagné la bataille, de ceux qui se sont imposés et qui mettraient dans l'ombre tout un tas, enfin, déjà, le contexte d'émergence d'une théorie scientifique ou d'une pratique et d'autres théories ou d'autres pratiques qui sont qui sont tout à fait une, une égale dignité, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir un prix Nobel. Pareil, par exemple, la question du désir de science, voilà, ça ne viendrait jamais à l'esprit d'un historien des sciences de la traiter de façon non critique parce que on voit derrière on verrait derrière toute euh, la rhétorique des Lumières, considérant le désir de science comme un effet de discours qui sert à légitimer le scientifique dans sa propre pratique. Et donc, ça relèverait d'une approche naïve que de penser que voilà, on fait de la science par désir de science, parce que ça cache l'histoire des sciences, de beaucoup d'historiens des sciences en tout cas, toutes les relations de pouvoir, tous les rapports de pouvoir très très forts qui sont qui se cachent derrière justement des pratiques scientifiques. Après, il y a aussi, euh, donc en fait, il y a une très grande difficulté à articuler, à faire dialoguer ensemble une approche historique qui est nécessairement déconstructionniste et critique de la science avec les sciences elles-mêmes. Parce que l'histoire a un très fort pouvoir déconstructeur. Parce que quand on montre la manière dont le savoir se construit, on peut aussi parcourir le chemin inverse. Et, et d'autre part, on a une difficulté à concilier un savoir qui peut s'exprimer sous un mode narratif, sous un mode argumentatif, avec un savoir qui s'exprime par des chiffres, des modèles et voilà, et des formules.
Donc, c'est assez compliqué. Moi, j'ai essayé dans mon expérience, enfin, je travaille donc à l'UPEC, et j'enseigne depuis 25 ans à la fois dans une UFR, donc dans une faculté de lettres et sciences humaines et dans une faculté de santé. Et le dialogue sur certains sujets concernant la santé ou la recherche médicale entre philosophes et médecins est assez difficile. Enfin, c'est compliqué. Euh, euh, il est beaucoup plus facile de s'entendre euh, euh, entre chercheurs de disciplines qui ont une affinité méthodologique fondamentale entre, par exemple, philosophie ou histoire des sciences euh, et même histoire de la littérature, enfin littérature, plutôt que de s'entendre entre histoire des sciences et, encore une fois, voilà, les sciences quand on étudie l'histoire. C'est un vrai problème, d'autant plus que quand on se présente, je suis historien des sciences, historien de la médecine, le réflexe de quelqu'un qui est à l'extérieur du monde universitaire est de dire, ah, mais vous êtes médecin, vous avez fait des études de médecine. Donc, alors que c'est ce type de formation en général euh, crée des barrières assez importantes à l'égard de l'histoire, enfin, une certaine manière de faire de l'histoire de la médecine qui soit suffisamment critique pour être rigoureuse en de vue voilà, de la communauté scientifique. Oui, donc moi j'ai commencé de façon un peu atypique parce que j'ai fait ma thèse dans un laboratoire d'informatique parce que je voulais faire de la linguistique informatique. Donc c'était tout le début de l'IA et je voulais apprendre, voir si les machines pouvaient apprendre à parler ou à écrire. Et je voulais surtout pouvoir tester les règles que j'écrivais. Donc j'aimais bien travailler avec les informaticiens pour leur côté rigoureux et aussi le côté pratique. On pouvait tester si ça marchait ou pas. Donc essayer de mettre à jour des règles qui sont un peu les règles fondamentales du français ou de l'anglais. Et on pouvait les tester après avec des grands dictionnaires électroniques, voir si effectivement, avec un programme associé, la machine pouvait comprendre, enfin analyser en tout cas les phrases qu'on lui soumettait, des nouvelles phrases, et produire aussi des phrases qui évidemment oubliaient toujours plein de choses et il fallait complexifier les règles. Et donc ça c'était assez réjouissant de pouvoir travailler avec des informaticiens de ce point de vue-là. Et puis les informaticiens aussi étaient plus ouverts. C'est-à-dire à l'époque, les linguistes, surtout les syntacticiens, avaient quand même des théories, des chapelles. Moi, je trouvais ça pas très satisfaisant si justement, s'il ne se parlait pas, s'il ignorait, si ce que faisait quelqu'un dans sa théorie qui avait l'air intéressant n'était pas compatible avec ce que faisait quelqu'un d'autre, c'est autre chose, parce que c'était une autre théorie qui n'avait pas de vocabulaire commun, par exemple. Alors qu'avec les informaticiens, on mettait tout à plat et on pouvait tester, voilà, si les règles marchaient ou pas. Et puis, le traitement automatique des langues a évolué, c'est devenu une branche des maths appliquées avec plus de statistiques que de linguistique. Et moi, après, j'ai été recrutée dans un laboratoire de linguistique, donc j'ai continué à faire de la syntaxe, mais en travaillant un peu moins que des informaticiens. Je dois dire quand même que dans mon laboratoire de linguistique et au CNRS, justement parce que la linguistique n'est pas trop enseignée avant, les gens viennent d'un peu partout. Donc, il y a des gens qui viennent des maths, de l'informatique, de la psycho, de différentes études de langue, de différents pays aussi. Donc, c'est un laboratoire assez international. Et donc, depuis une dizaine d'années, je collabore plus avec des psychologues, donc des gens qui viennent de la psychologie expérimentale. Et c'est un peu toujours la même idée de tester les règles. Donc, si on pense qu'il y a des règles sous-jacentes, ça veut dire que certaines combinaisons de mots ou de phrases ne sont pas possibles dans telle ou telle langue. Mais ça peut être aussi que c'est simplement rare et qu'on ne les trouve pas dans les corpus, même si maintenant on a des gros corpus. Et puis on a aussi envie, enfin, c'est pas juste possible ou impossible, c'est aussi plus ou moins complexe, plus ou moins difficile, plus ou moins accessible pour le cerveau humain. Donc ça, on le teste avec les protocoles de la psychologie expérimentale. Donc on rencontre des participants, on leur fait lire prononcer des phrases, on voit s'ils ont ou non des difficultés. Voilà, c'est avec des batteries de phrases et de tests contrôlés. Donc, c'est vraiment un autre paradigme, une autre façon d'expérimenter. Et
Et ça me plaît bien, voilà, d'apprendre, de changer de méthode, mais avec toujours un peu les mêmes questions derrière. Voilà, quelles sont les règles sous-jacentes du langage humain, qui fait que c'est le langage humain et pas autre chose, et des langues en particulier. Merci. Alors, je suis un mathématicien appliqué, donc ça veut dire qu'on s'intéresse à des problèmes qui sont issus d'autres sciences, en fait, au sens large. Euh, alors, donc, historiquement, c'est la physique, évidemment, qui donnait le siècle, et les mathématiciens étaient physiciens. Et puis, au XXe siècle, ça s'est un peu élargi à un peu tout, en fait, y compris les sciences humaines, et puis, sciences, sciences comme la médecine. Je sais pas, ce matin, on a plus ou moins évoqué la médecine, pour savoir si c'était vraiment une science. Alors, ça dépend. Des fois, quand on lit un papier de médecine avec des échantillons de trois patients, des statistiques sur trois patients, ça peut faire un petit peu de mathématiques, voilà, chez les médecins. Mais euh, sinon, trois ou quatre patients, des fois. Euh, euh, donc voilà, moi j'ai travaillé dans divers domaines, mais peut-être le plus intéressant à raconter, c'est le tout début, justement, c'est ma thèse qui était en lien avec la médecine. Euh, alors, c'était évoqué aussi ce matin, cette thèse, elle était financée par IBM, qui à l'époque était une grosse boîte, très, très riche, et qui avait ce qu'ils appelaient les centres scientifiques. Il y en avait un, je crois, et puis un autre à Paris. Et là-dedans, alors surtout aux États-Unis, ils faisaient comme François Ier, ils invitaient des prix Nobel à faire ce qu'ils voulaient, payer grassement, sans aucune contrainte. Au centre de Paris, c'était pas des prix Nobel, mais enfin, c'était quand même pas mal, et ils finançaient des recherches qui n'avaient rien à voir avec IBM et qui n'attendaient aucun retour. Enfin, c'était de la publicité, en fait. Et donc, voilà, ils ont financé cette thèse sur les modélisations d'opérations de chirurgie réfractive, c'est la chirurgie de l'œil. Et moi, je suis arrivé avec mes petits outils mathématiques que je venais d'apprendre, et on m'a dit, bah voilà, le problème, il y a un œil, il y a une opération, débrouille-toi. Donc là, j'ai compris que ça allait être compliqué, qu'il allait falloir d'abord que j'apprenne, je ne sais absolument rien au sujet, évidemment, allait falloir que j'apprenne un petit peu de médecine, et puis qu'il allait aussi falloir que j'enseigne les interlocuteurs médecins ce que j'étais capable de faire, ce que j'étais pas capable de faire, surtout parce que les maths ont une espèce d'aura chez les gens qui ne connaissent pas trop et qui croient qu'on peut tout faire, en fait. Oui, souvent les gens croient qu'on peut tout faire avec les maths. Et donc ils attendaient des trucs incroyables. On a fait des petits trucs incroyables, mais pas des. Et donc ça, c'était super enrichissant, quoi. Franchement, ça permet d'abord de se mettre question, se remettre en question, de regarder tout ce qu'on a appris et voir si ça peut vaguement s'appliquer à notre problème, comment modéliser le problème, comment le mettre en équation, comment mettre en équation et le résoudre avec un ordinateur, etc. Donc maintenant, c'est un peu plus standard. Il y a beaucoup d'applications à la médecine, il y a beaucoup d'applications aux sciences humaines, il y a beaucoup d'applications à la biologie. Énorme. Euh, à l'époque, c'était un peu plus à défricher. Et franchement, je regrette rien. Donc, les jeunes, si vous avez des trucs qui sortent un peu des sentiers battus, et surtout si on vous dit non, vous n'allez pas y arriver, c'est pas dans l'air du temps, c'est pas bien, n'écoutez pas. Foncez, enfin, foncez si ça vous plaît. En fait, on reprend, c'est le désir de science part de vous-même. Si vous avez envie de le faire, faites-le, même si on vous dit que ça sert à rien. Merci beaucoup et merci pour ces conseils aussi aux plus jeunes qui sont peut-être dans le public. Alors, pour finir, assez rapidement, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un petit mot, chacun et chacune d'entre vous, sur justement
il faut se parler entre scientifiques, mais il faut aussi être capable d'aller au-delà des frontières disciplinaires. Et est-ce que ces expériences transdisciplinaires, est-ce qu'elles vous ont aidé ou pas à vous adresser ou adresser certaines de vos recherches en lien avec le plus grand public ou des enjeux plus sociaux et politiques qui ont pu peut-être aussi s'emparer de vous un peu malgré vous? Est-ce que vous pouvez peut-être témoigner là-dessus? Oui, parce que tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner un point positif de l'interdisciplinarité avec les médecins et d'autres scientifiques, parce que je me suis dit que tout de même, c'est grâce au travail entre ces deux facultés, donc lettres, philosophie et santé, que j'ai pu acquérir au fil des années une perception beaucoup plus complexe et profonde des enjeux de la médecine d'aujourd'hui et même d'il y a quelques siècles, ce que je n'aurais jamais pu acquérir en lisant seulement des textes, l'histoire des sciences. Donc, il y a dans le contact, dans la communication informelle avec des collègues médecins ou chercheurs, véritable, véritable échange profond, une nourriture. Mais en fait, ce n'est pas direct, c'est une sorte de mise en écho entre savoirs. Et je pense aussi que les collègues étaient plutôt contents de l'apport que je pouvais donner en cours aux étudiants et aux collègues eux-mêmes, parce qu'on a organisé pas mal de cours à plusieurs voix, avec histoire des sciences, philosophes et scientifiques. Et parce que au fil des années, le nombre d'heures de philo, d'histoire ou d'éthique n'a fait qu'augmenter la formation médicale. C'est-à-dire qu'il y avait reconnaissance de cet apport critique en dépit de la difficulté de dialogue direct. Et c'est aussi grâce à cet échange euh, avec les scientifiques d'autres disciplines que l'effort de vulgarisation a pu se concrétiser. Et j'ai compris par exemple qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne histoire, enfin une narration bien sentie, enfin bien présentée pour attirer l'attention d'un public non spécialisé, non spécialiste sur un problème d'histoire des sciences, sur un problème scientifique tout court, quitte à nuancer dans un deuxième temps, à donner quelques précautions d'emploi dans un deuxième temps. Mais en tout cas, l'effort de vulgarisation en histoire des sciences est un petit peu, comment dire, parfois un peu difficile parce que justement par sa fonction critique de la science, souvent les historiens s'attaquent à des monstres sacrés ou à des figures un petit peu tutélaires, intouchables de la science moderne. Je me souviens par exemple d'un cours que j'avais donné sur Pasteur en première année de médecine, où j'avais mélangé j'avais présenter le parcours de Louis Pasteur scientifique sous l'angle de la géographie de Pasteur et sous l'angle aussi des recherches récentes d'histoire des sciences faites sur les cahiers de laboratoire de Pasteur. Et ça m'a attiré les foudres de beaucoup de collègues parce que j'avais un petit peu noirci et terni le tableau d'un voilà, des pères fondateurs de la microbiologie contemporaine. Et donc, voilà, voilà, c'est un exercice assez difficile et parfois un peu périlleux. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait François sur il dit ça sert à rien, n'écoutez pas. En fait, on ne peut pas savoir ce qui va servir, ce qui aura une application ou ce qui va intéresser, ce qui va rencontrer un jeu de questions que la société se pose. Et pour prendre un exemple, j'avais une doctorante chinoise, donc qui devait travailler plutôt sur le mandarin, comparé entre français et mandarin, sur la coordination, parce que c'est des structures qui ne sont pas très étudiées, les coordinations dans les théories syntaxiques. Et elle commence à chercher, à piocher des données. Et qu'est-ce qu'on rencontre? Certaines régions et départements, différentes villes et villages. Donc cet accord au féminin, alors qu'on coordonne un nom féminin et un nom au masculin. Alors que tout le monde sait bien que le masculin l'emporte sur le féminin et qu'on doit accorder au masculin. On se dit, c'est quoi ça? Et donc, du coup, elle a réorienté sa thèse et j'intéresse, je suis
intéressé aux questions de genre en syntaxe, qui n'étaient pas très utilisées. Mais ça nous a permis, et ça, je pense, ça vous concerne tous, de savoir qu'il y avait toujours deux règles en français. On peut dire effectivement mon père et ma mère sont contents, donc on met au masculin, mais on dit quand même avant le nom certaines villes et villages, pas certains villes et villages, ça vous pouvez demander à tout le monde, ça marche pas. Et différentes régions et départements et pas différents régions et départements. Donc les deux règles qu'on trouve dans toutes les langues où il y a des genres, du genre grammatical, continuent à coexister en français, mais depuis 1900, enfin 1901, parce qu'il y a deux arrêtés qui se suivent et qui, du coup, j'ai regardé l'histoire de l'enseignement de la grammaire. Donc l'arrêté de 1901, qui reprend celui de 1900, oublie l'accord de proximité qui était enseigné au 19e siècle, mais pour les choses, donc pour les humains, on accorde au masculin, et pour les choses, les régions et départements, les villages, là, on accorde avec le plus proche, puisque c'est la règle dans plein de langues, c'était la règle en latin. Donc, on voit qu'il y a quand même un enjeu de domination qui s'applique à la grammaire, mais voilà, pour les humains. Donc, ça nous a, voilà, ça m'a fait rencontrer des sociolinguistes et des historiens de la grammaire. Enfin, ça a tiré tout un fil, on s'y attendait pas du tout. Donc, vraiment, soyez ouverts et peut-être par hasard, vous trouverez quelque chose qui intéresse tout le monde. Et je dois dire que après avoir publié tous ces articles pointus et scientifiques sur le français, avec d'autres, on s'est senti une responsabilité. C'est-à-dire que pour toutes les langues européennes, il y a des grandes grammaires de référence faites par des collectifs universitaires, et en français, en l'an 2000, il n'y avait toujours rien. Et en 2010, pareil. Donc, on a constitué tout un collectif, c'est un projet de coordination sur 20 ans de 60 linguistes, parce qu'évidemment, ça n'existait pas pour le français, c'est parce que d'abord le français est parlé dans plein de pays, donc il faut une équipe internationale, et puis voilà, chacun a son vocabulaire, ça est spécialiste d'une grosse discipline, et a du mal à se parler avec les autres. Donc, il fallait arriver à un cadre commun, mettre tout le monde d'accord, et c'est comme ça qu'on a pu publier en 2021 la grande grammaire du français, dont vous avez peut-être entendu parler. Et là aussi, c'était assez surprenant, parce que j'étais invitée à la matinale de France Inter, et ça intéressait tout le monde. Mais Nicolas Demorand, ce qu'il me demandait, c'était les fautes. Voilà, alors donc, puisque c'est une grammaire de linguisme, c'est une grammaire qui documente toutes les façons de poser des questions, qui explique pourquoi on dit pour et ne, et puisque c'est à l'écrit et à l'oral. Et donc, il me demande, mais c'est pas une faute de dire est-ce que, et là, je m'aperçois que dans les médias et sur les réseaux sociaux, il y a tout un discours culpabilisant de la faute qui entretient l'insécurité linguistique, ce qu'on appelle l'insécurité linguistique. Alors qu'on a plusieurs façons de faire, suivant ce qu'on appelle le registre, la formalité, l'interlocuteur, la situation. Alors que toutes les langues s'adaptent à différentes situations de communication en autorisant ce qu'on appelle des variantes, il y a tout un discours prescriptiviste qui dit non, cette variante, c'est une faute, elle est incorrecte, il ne faut pas dire malgré tout. Et du coup, ça nous a amené, moi et d'autres, à se constituer en collectif. Ça s'appelle les linguistes atterrés par écho aux économistes atterrés, mais ce qu'on dit est vraiment la base de la discipline. Voilà, c'est pas qu'on est hétérodoxe au sein de la linguistique. Et à publier ce petit livre chez Gallimard, ça s'appelle un tract, et le français va traîner ainsi pour dire que c'est pas vrai parce que le discours de la faute, c'est un discours décliniste qui dit vous abîmez la langue, le français est en péril, bientôt il sera plus parlé. Quand on regarde les langues du monde, il y a plein de langues qui meurent, même en France, hein, des langues de Guyane, des langues de Nouvelle-Calédonie, même le picard va pas très bien, c'est pas très loin d'ici, mais il y a beaucoup de langues qui sont moins transmises et moins parlées. Mais on n'abîme pas une langue en la parlant, et le français n'a jamais été autant parlé et surtout autant écrit. Et évidemment, ce n'est pas des écrits académiques auxquels on est habitué, c'est des écrits d'écriture spontanée, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Enfin voilà, ce discours décliniste est plus aussi autre chose. Et là, voilà, on est invité régulièrement, je suis invitée régulièrement à parler à toutes sortes de publics, et il faut vraiment, là c'est vraiment plus difficile que de parler aux collègues, même aux collègues de mauvaise foi, même aux collègues d'une théorie opposée, parce que c'est vraiment, comme disait François, on utilise les mêmes mots, mais c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une voyelle?
Vous allez me dire, ah oui, oui, mais non, on a l'alphabet phonétique international, des voyelles en français, il y en a 14 ou 15, on c'est une voyelle, en c'est une voyelle, mais on est tellement graphocentré, enfin, pour nous, une voyelle, c'est une lettre et pas un son. Donc, il faut vraiment tout reprendre et les gens confondent la langue et l'orthographe. Si on leur dit non, la langue, l'orthographe, c'est un choix politique, ça a évolué. Le X à la fin, c'est une erreur, c'est un S historiquement, il n'y a aucune raison que ce soit un X. Tout de suite, c'est ah non, mais vous allez changer la langue. Non, on ne change pas la langue, c'est juste l'écriture de la langue, c'est une convention. On pourrait écrire en phonétique, ce serait toujours la même langue. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour expliquer que non, on n'est pas laxiste, c'est pas que tout est possible, c'est pas que tout se vaut, non, c'est qu'il voilà, y a une variété dans la population et dans les styles de langue et qu'il n'y a pas de sous-langue. Par exemple, il y avait un débat sur les créoles. Non, c'est pas le créole, c'est pas du blabla, c'est une langue. Enfin, ce sont plusieurs langues en fait qui sont aussi riches et aussi dignes d'intérêt que les vieilles langues comme le français ou l'anglais. Mais vraiment, il y a beaucoup d'enjeux politiques sur la langue. Et bon, enfin, ça fait quelques années que je suis confrontée, mais c'est quelque chose auquel j'aimerais que les jeunes soient plus sensibles. Peut-être vous l'êtes, mais enfin voilà, moi, au début de mes études, c'était la science comme tour d'ivoire et ça me convenait très bien. Je restais une personne très timide. Mais maintenant, voilà, il me semble qu'on a aussi une responsabilité comme scientifique. Moi, je vais parler boutique un peu, parce que chacun parle de sa discipline, hein, c'est ça. Pas de ce qu'on connaît pas. Bon, des fois, on y arrive. Alors, je suis très attaché à la vulgarisation en public, et c'est une chose qui est très difficile en mathématiques. En mathématiques appliquées, on y arrive, mais la recherche mathématique actuelle est essentiellement non vulgarisable. Donc, il faut arriver à le faire quand même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui y arrive. J'ai fait une fois une conférence devant des lycéens et j'aurais fait un exercice de mentalisme. Je leur ai demandé de me citer 3 mathématiciens et j'ai eu, comme j'attendais, Pythagore, Thalès et Cédric Villani. Et j'avais préparé le transparent derrière, ça les a bluffés, parce que j'étais sûr qu'ils donneraient ça. Voilà. Donc, c'est un peu, ça veut dire il y a un souci, quoi. Euh, si vous allez chez le coiffeur, que vous dites que vous êtes mathématicien, vous avez 2 réponses avec une égale fierté. J'étais nul en maths, j'étais bon en maths. Enfin, il n'y a pas d'autre réponse possible, je crois. Et après, bon, après, vous pouvez continuer avec le coiffeur, c'est moins d'intérêt, mais voilà. Alors, comment arriver à ce que les maths aient cette, donc il y a un traumatisme dans la population avec les maths, par du fait du fait que ça a été utilisé comme matière de sélection, ça l'est un petit peu, mais moins. On a quand même eu un ministre de l'Éducation qui est arrivé un jour et qui a dit ma réforme a fonctionné puisque 2 tiers des lycéens n'ont pas choisi l'option mathématiques. Ça vous fait mal quand vous vous réveillez avec ça. Parce que je pense que tout le monde, enfin, ça fait partie du corpus de connaissances moyennes que doit avoir tout citoyen. Pas forcément d'aller très loin dans les mathématiques, mais avoir au moins une base qui lui permet de comprendre la vie, quoi, enfin, les pourcentages. On fait pas des statistiques sur 4 individus, etc. Donc, euh, comment on fait pour que les mathématiques aient une meilleure image dans la société? Comment on fait pour essayer de donner, alors revenons du désir autour des mathématiques, que ce soit pas un instrument rébarbatif et on apprend parce qu'on est obligé de le faire, ou voilà, je ne sais pas. je, je ne sais pas. Bon, bon. Alors, ça c'est une bonne remarque. Sur YouTube, sur TikTok, je sais pas, je suis trop vieux, mais sur YouTube, il y a des bonnes vidéos. Il y a des très bonnes vidéos de mathématiques. Tout niveau, en fait, enfin, très élémentaire ou
assez avancée. Et ça, oui, c'est peut-être une solution. Oui, courte, oui. Oui. Parce que- mais, ah non, mais 2 minutes, ouais, dans 2 minutes, c'est, non, mais, ouais. Des jeux, oui, des jeux aussi. Oui. Voilà. Et donc, je répète, Cédric Villani, quand même, il est critiqué par certains. Mais au moins, il fait ce travail. Il est visible, et il a le look qui lui permet d'être imprimé dans la tête des gens, et il fait ce travail, il va au charbon, il résout l'équation de second degré à 20 heures. Ah bon. Ouais, il faut le faire. Merci beaucoup pour ces différents témoignages. Peut-être qu'on peut passer à la discussion collective désormais. Si, je crois qu'on a encore un tout petit peu de temps, hein. Ouais, ouais, c'est bon, on a encore 15-20 minutes, non? Alors, bah écoutez, la parole est à vous. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, des réactions, des interrogations diverses et variées. Peut-être vous voulez réagir peut-être au débat, peut-être dans le fil de la discussion. Peut-être que tu as commencé à répondre, mais ça m'intéresse quand même. Juste pour savoir pourquoi les sciences, les champs disciplinaires des sciences scientifiques avec lesquels tu as travaillé étaient un peu rétifs, un peu réfractaires au fait que tu viennes un peu sur leur terrain. Oui. Parce que tu l'as. Oui, Alors, je ne sais pas si c'est seulement parce que tu venais un peu miner un peu les images comme ça, saintes, avec lesquelles ils travaillaient ou. oui, parce que en général, quand on n'a pas une formation longue en histoire des sciences, ce qui se passe, c'est qu'on a une vision assez linéaire du développement des sciences. On a l'impression que, enfin, on est un peu dans cette, bien encore dans le, peut-être dans le mythe du progrès, surtout au cours des dernières décennies. Et d'une part, et d'autre part, on a aussi parfois une vision un peu héroïque de la science, comme une entreprise menée par des grandes figures marquantes, Einstein, etc. Alors que cette façon de faire de l'histoire des sciences, en tout cas d'envisager la science, a comme effet l'invisibilisation de tout le travail collectif qui se cache derrière, tous les dérouts institutionnels, toutes les difficultés, mais c'est surtout cette vision linéaire et puis l'idée sur laquelle la science d'aujourd'hui est quand même meilleure que les sciences d'autrefois, alors que dans une approche historique, ce qui intéresse, c'est pas tellement de juger le niveau de scientificité de la science du Moyen Âge, enfin de tel siècle du Moyen Âge ou du XVIIe siècle avec le niveau de scientificité du 21e, enfin de telle science du 21e siècle, mais c'est plutôt d'étudier comment les savoirs se construisent, comment on exclut certaines méthodes, comment certaines méthodes émergent, voilà, à un moment donné, on n'a pas les mêmes préoccupations, alors que, voilà, on partage un objet commun. C'est ça qui crée des malentendus. Enfin, Oui, moi, enfin, je trouve que vous êtes tous les trois des super-héros du dialogue parce que vous êtes déjà entre deux disciplines. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est historien, mais il doit aller voir. Et, hein, toi, tu fais de la linguistique, mais tu es obligé de travailler avec d'autres, notamment les informaticiens. Et toi, François, pareil, tu fais des maths, mais pour la santé. Alors, bien sûr, ce travail, qui est un travail, je trouve, très humble et surtout très courageux, de pouvoir aller voir d'autres gens qui ne parlent pas du tout la même langue, parce que de fait, ça nous remet tout de suite en question et ça met notre incompétence en face de soi. Vous, vous êtes des enfants de ça. Donc, vous avez complètement l'habitude. Mais si l'on demandait à des gens qui n'ont qu'une seule discipline, comment ils vont parler à d'autres disciplines, l'histoire n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'on est positionné en tant que sachant dans sa discipline et en tant qu'inculte notoire dans l'autre discipline. Et ça fait une peur folle qui est parfois un vrai frein à la discussion entre les disciplines. Alors, je voulais avoir votre avis là-dessus. Et puis juste une parenthèse pour Anne, moi je me suis un moment pensée comme une linguiste de l'ADN et on avait essayé de voir une grammaire des mots sur l'ADN. Peut-être faudrait qu'on rediscute de ça. Bah oui, avec plaisir.
Et j'espère que c'est plus simple que la grammaire des langues naturelles. Euh, oui, je voulais dire, moi, je n'étais vraiment pas obligée. J'aurais pu très bien faire un test de linguistique avec un prof de linguistique, de labo de linguistique. Moi, j'avais vraiment envie de voir autre chose et de croiser et d'avoir. Voilà, les linguistes français me semblaient un peu littéraires, hein, donc je voulais que des gens plus scientifiques et il se trouve qu'ils étaient en informatique. Euh, je sais pas si c'est, oui, du courage ou de l'insouciance, mais en tout cas, oui, il faut se laisser porter par son désir ou sa curiosité. Comme disait François, les disciplines ont quand même tendance à se euh, rétrécir en sous-disciplines. Donc, au sein de la linguistique, voilà, ce serait dommage. Enfin, il y a des colloques qui sont uniquement de phonétique et qui sont différentes de ceux de phonologie. Voilà, ils travaillent tous les deux sur l'oral, mais de points de vue différents et c'est pas les mêmes méthodes et c'est pas les mêmes théories. Ou en syntaxe, voilà, suivant la théorie, il y a aussi des sous-disciplines. Et moi, j'ai l'impression que pour une question de langue, j'aurais besoin d'un peu tout, de la sémantique, de la forme sonore, du lexique. Et ce qui est difficile, c'est qu'il y a un peu une inflation des publications, ou au moins, comme elles sont toutes mises en ligne, on a accès à des centaines, des milliers de publications, donc c'est difficile de tout lire. Mais je pense que c'est important de rester curieux et savoir où est-ce que font les autres dans les autres sous-disciplines. Et dans les disciplines différentes, en fait, c'est filtré. Parce que moi, je travaille avec des psychologues qui sont en linguistique, en fait, ou des sociologues qui sont en sociologie, en fait, qui travaillent sur le langage, sur les langues. Des informaticiens qui travaillent sur le langage. C'est pas, je ne vais pas aller dans des cours d'informatique générale ou de psycho générale. Mais c'est sûr, je sais pas si c'est du parce que pour moi, ça me permet de rester curieuse, rester active, mais c'est vrai qu'on peut être confronté à beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, et à ce moment-là, c'est bien de pouvoir demander aux collègues, bah, qu'est-ce que c'est pas un article important et il y a des... Ah, bon. Alors, je voulais dire par rapport à l'histoire des sciences, parce qu'il y a aussi des historiens linguistiques, ça, c'est plus frustrant, parce que par exemple, pour la grande grammaire du français, on avait passé beaucoup de temps à redéfinir la notion de phrase pour qu'elle puisse correspondre à une variété d'énoncés. Donc, une phrase, ça n'a pas forcément un verbe, ça n'a pas forcément un sujet. Bon, évidemment, ça finit pas par un point parce qu'il y a des phrases à l'oral. Donc, on avait passé beaucoup de temps à avoir une définition qui nous semblait, enfin, meilleure que les autres. Voilà, on pensait qu'il y avait un progrès. Puis on va voir un historien de la linguistique pour avoir son avis. Il nous dit, ah, ça ressemble un peu à ce que machin ou machin ont proposé dans les siècles passés. Et on s'aperçoit que pour lui, il n'y a pas cette histoire de progrès, que ça pourrait être mieux maintenant parce que ça. Oui, mais parce que ça peut correspondre à plus de langues ou à plus d'énoncés ou à plus de. C'est pas limité par tel préjugé sur. Voilà, il y avait des langues plus meilleurs que d'autres ou plus clairs que d'autres. Oui, oui, ça nous avait un peu étonné. Je voulais revenir sur ce qui vient d'être dit. Je trouve que il y a quelque chose qui relève aussi de la passion du défi chez les chercheurs qui aiment bien dialoguer avec d'autres disciplines, parce que ça demande un effort et ça demande effectivement une certaine humilité, parce que je me souviens aussi des premiers cours à la fac de médecine où je formulais parfois des dilemmes éthiques euh, à la manière des philosophes, et puis les étudiants m'ont corrigé tout de suite en disant, par exemple, quand je formulais une question sur l'annonce d'un cancer, bien, mais monsieur, mais quel cancer? Ah, un cancer. Ça dépend du type de cancer. Si c'est un cancer de ce type-là, alors on fait l'annonce de telle manière. Si c'est un autre type de cancer. Et donc, voilà. Donc, moi, prof, enfin, j'apprenais quelque chose par les étudiants. Et donc, oui, il faut effectivement de l'humilité, mais aussi de l'humilité, mais aussi une passion pour ce genre de défi. Enfin, il faut aussi aimer être un peu en difficulté, se sentir un peu en défaut parfois, se dire qu'il il n'y a pas mort d'homme, au contraire, on peut apprendre les situations limites. Oui, moi j'avais une question pour Thibaut Damour. Parce que je suis très admirative des grandes expériences comme Virgo, LIGO, qui sont interdisciplinaires par nature, hein, parce que bah, il y a de la théorie, il y a de l'optique, il y a du traitement du signal, il y a de l'informatique, il y a plein de choses dedans. Et donc, si vous pouviez commenter sur comment on construit en fait
grande expérience comme celle-ci, qu'est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que ça apporte en termes d'organisation de la recherche, faire travailler ensemble autant de personnes. Ça a été un des grands avantages de LIGO par rapport à Virgo à un certain moment, puisque en fait je connaissais Alain Briet, j'ai même été secrétaire du premier comité qui a mis en place de demander du financement, ce qui est devenu Virgo plus tard. Je connaissais humainement Alain Briet, Jean-Yves Vinet et tous ceux qui ont commencé Virgo. Puis après, c'est une collaboration avec l'Italie. Et à un certain moment, le directeur de Virgo a changé. Il était à côté de nous à Orsay. Et je travaillais sur la théorie et on avait déjà une prédiction de ce qui devait être vu. Donc je suis allé voir en disant bah, ça tombe bien parce que comme ça on va pouvoir discuter et Virgo va pouvoir être au courant des derniers développements. Il me dit bon Thibaut, on ne parle pas, tu ne fais pas partie de Virgo. Euh, je ne veux pas savoir. Et donc à ce moment-là, j'ai communiqué qu'avec les Américains. Parce qu'en Amérique, Barry Barish a ouvert dès le début en disant il faut qu'il y ait l'expérience Virgo et il faut qu'il y ait une très grande LIGO Science Community avec des milliers de personnes qui drainent tout ce qui est la meilleure science possible pour, non pas du côté de l'expérience, mais du côté de la théorie. Donc là, c'est un exemple. Les Américains avaient une bonne façon de penser, voir une meilleure synergie. Et finalement, la première détection a été faite par LIGO seul, et pas par Virus. Ça, c'est un autre problème de budgétisation que je n'ai pas arrivé au bon moment. Je fais partie et d'emploi. C'est un modèle économique de l'économie sociale et solidaire. Et on est une centaine d'entrepreneurs, une des plus grosses. Et on se heurte à quelque chose, j'ai l'impression de parler, c'est de comment on coopère. Sachant qu'il y a à chaque fois un modèle économique à trouver pour chacun de nous. Et sur certains cas, il faut que les modèles économiques puissent nourrir plusieurs personnes. Ça fait écho aussi à un autre domaine que j'ai rencontré, qui est la pédagogie institutionnelle. On invente dans une classe moyen d'apprendre en coopération et où il faut réguler la prise de parole de chacun des élèves dans la dynamique de la classe. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a un champ de recherche chez les scientifiques qui consiste à trouver le moyen que les scientifiques se parlent? Parce que ce n'est pas acquis. Et il faut, alors dans un autre domaine que je connais aussi pas dans les détails, je connais la psychothérapie institutionnelle. Là, le fonctionnement de la thérapie ne fonctionne que si tout le monde se parle, patient, soignant, sans vraiment de distinction. Et c'est un exercice du quotidien de savoir créer ces espaces de parole pour que justement le désir de se parler advienne. Et ce n'est pas simple parce qu'il y a effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des effets de pouvoir qui se jouent en permanence. Et il faut réguler je pense que Isabelle pourra en dire quelques mots. Le désir et le pouvoir, c'est pas étranger. Alors c'est un peu complexe, excusez-moi. Et puis par rapport à ce matin, papillon, vous avez. Okay. J'avais une question, c'était est-ce qu'il s'agit du papillon de Jean Kelevitch? Qui veut réagir? Sans prétendre répondre à tout, je voulais aborder la question de l'éthique de la recherche, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Donc, quand on fait des études qui mettent en jeu des humains, des animaux aussi,
Mais nous, c'est des humains. Si on enregistre des locuteurs, si on les fait venir au laboratoire, on doit passer par un comité d'éthique qui essaye d'encadrer le genre de pratique qu'on peut faire. On peut pas enregistrer des gens comme ça. Après, pour pouvoir il y a tout un protocole, enfin, ce à quoi ils ont consenti. Est-ce que c'est juste la voix? Est-ce que c'est aussi l'image? Il y a tout un protocole d'anonymisation des données. Enfin, il y a beaucoup de règles qui, je pense, peuvent s'appliquer aussi à des associations ou à différents types de pratiques. Et ensuite, il y a toute la question de la citation, en fait, et d'éviter le plagiat. Et ça se pose de plus en plus avec les articles générés par IA, parce qu'il y a aussi, on n'a pas parlé, mais il y a une pression à la publication, surtout pour les jeunes chercheurs, pour avoir des postes ou pour avoir des promotions, et qui fait qu'il y a une inflation de journaux prédateurs qui publient sans vraiment respecter les protocoles d'évaluation par les pairs, et aussi tout simplement des logiciels qui produisent des articles en compilant des articles existants. Et quand c'est voilà, quand c'est en chinois, typiquement, ça va pas être évalué par les mêmes personnes que si c'est en anglais. Euh, et ça, c'est un souci et c'est une responsabilité aussi des maisons d'édition. Il y a des journaux scientifiques qui sont gérés par les scientifiques eux-mêmes, qui sont pas à but lucratif. Et ça, c'est important de les encourager. Et il y a des journaux scientifiques qui sont gérés par des maisons d'édition avec une pression. Les, les, ce sont des journaux qui sont sous format numérique, mais les abonnements format numérique, en particulier les revues de médecine, peuvent atteindre des grosses sommes. Il y a vraiment des gros enjeux financiers. Donc, l'éducation scientifique, c'est un gros, enfin, la publication scientifique, c'est un gros marché international. Et ça, oui, enfin, c'est pour ça qu'on accepte de relire des articles, ça nous prend du temps. Souvent, on apprend des choses, mais bon, ça prend, c'est quand même voilà, du temps qu'on donne pour que la recherche soit meilleure, parce que quand un article est mauvais et est publié ou a oublié, ne tient pas compte de tel et tel, voilà, cite pas bien ou ne tient pas compte de tel autre article, on se dit, bah, ça a été mal reviewé, voilà, là, pas seulement l'auteur, mais aussi les relecteurs ou la relectrice. Et ça, c'est quand même tout un souci. Parce que il y a toutes sortes d'articles rétractés maintenant, même dans les grandes revues comme Nature Science. Et puis sinon, il y avait des lectures. Ça- Oui, moi je reprendrai du point de vue de l'histoire des sciences à travers un concept d'une historienne des sciences, philosophe contemporaine, Lorraine Daston, qui est l'économie morale des sciences. C'est-à-dire, pour elle, il y a deux grandes façons de s'intéresser à la connaissance scientifique, soit par le biais des nombres, des chiffres, du calcul, soit par le biais du langage naturel, de l'histoire, de la narration, de l'argumentation. Entre les deux, et ces deux styles de production du savoir scientifique reposent sur un ethos, sur un rapport au monde, à la nature, à l'objet qu'on étudie, qui est totalement hétérogène. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que le dialogue entre scientifiques, pour moi, est possible entre domaines scientifiques qui ont une affinité méthodologique avérée, mais pas entre domaines dans lesquels la méthodologie est radicalement différente. Et je vis ça, enfin, je dis pas au quotidien, enfin, assez en ce moment, parce que je dirige un projet de recherche en santé sur l'usage de certains protocoles de médecine narrative dans la médecine sociale. Je donnerai pas tous les détails là. Et on est confronté au problème de l'évaluation chiffrée des résultats d'une recherche qui se fonde faite sur la production de textes écrits de narration. Et c'est la croix et la bannière. C'est extrêmement difficile de trouver un point de rencontre, un point de contact entre un paradigme qui viserait à produire des indicateurs chiffrés et puis un autre qui produit des histoires, des textes. C'est très compliqué. Oui, je voudrais compléter ce que vous venez de dire et témoigner par rapport
au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, quand on l'a commencé à le démarrer vers 2013-2014. Moi, je suis physicien et j'étais très heureux de rencontrer des sociologues, des historiens, des biologistes, des géographes, des géomaticiens, dont je ne savais même pas que ça existait. Bon, donc il y avait plein de choses, c'était magnifique. On s'est mis à parler ensemble, ça nous a coûté assez cher en bière, mais ça, c'est pas grave. Et au début, avec un grand enthousiasme, on s'est dit, ah oui, mais ce que tu énonces, ça ressemble à ça. Et donc, c'était très bien. On était dans un champ qui était assez métaphorique, et puis on savait très bien qu'à terme, il fallait quand même qu'on fasse des sciences ensemble. Et très rapidement, peut-être la bière aidant, on s'est rendu compte que la métaphore, c'est très bien, mais ça induit chez autrui des images qui sont pas du tout celles qu'on a voulu véhiculer. Donc, gros danger avec les métaphores. Très bien. Donc après, on se dit, oui, alors peut-être qu'on peut faire mieux, peut-être qu'il y a des analogies. C'est un mieux, mais c'est encore bancal. Alors après, avec certaines disciplines, il y avait des isomorphismes. Ah ouais, ok, d'accord. Donc peut-être on va arriver à faire science ensemble. Très bien. Bon. Mais on s'est rendu compte que finalement, cette interdisciplinarité qu'on avait voulu de manière très militante en construisant ce laboratoire, ça allait être long et difficile, mais en général, c'est la règle pour les choses intéressantes. On a fait un constat entre disciplines. Qu'est-ce qu'on avait comme socle commun? Bah, la réponse, ça a été en fait quand est-ce qu'on s'est quitté? Ben, on s'est quitté à la sortie du collège. Entre ceux qui sont partis faire plutôt des sciences humaines, je veux dire au sens large, avec les humanités, la littérature, etc. Puis ceux qui sont partis, moi à mon époque, c'était ceux qui sont partis vers les sections C, les sections D. On s'est quitté à la sortie du collège. Ça veut dire que le vocabulaire, les éléments communs, qu'est-ce qu'on a en commun pour penser? Ben, faut remonter à l'époque où on avait 16 ans, 15-16 ans. Ça, c'est une sacrée leçon. À partir de là, il y a plusieurs choses qui nous sont apparues. D'abord, par l'expérience, quelque chose qui est contre ce que certains disaient. Certains disaient il y a des sujets qui sont interdisciplinaires et d'autres qui ne le sont pas. En fait, d'expérience, depuis plus de 10 ans maintenant, on s'est rendu compte que si on décide de mettre sur la table un sujet et qu'on décide de le parler entre nous, discipline des sciences humaines et des sciences naturelles, ce sujet devient interdisciplinaire. Et ça, c'était une grande richesse qui nous a fait très plaisir par rapport au désappointement qu'on avait, que j'ai énoncé au départ. La conclusion de ça, enfin l'une des conclusions, ça a été le fait que moi, en tant que physicien, pour pouvoir être dans un dialogue interdisciplinaire, il a fallu que je travaille encore plus ma propre discipline, mais très profondément. Pourquoi? Parce que ce que je véhiculais comme concept, l'énergie, l'entropie, ce qu'on veut, etc. Ok, tout le monde sait dans le monde de la physique. Non, en fait, non. Non, non, non. Même moi, en fait, je savais pas très bien de quoi je parle. Et donc, la première leçon de l'interdisciplinarité, c'est d'abord une leçon d'exigence disciplinaire. De descendre effectivement dans ma discipline pour être capable de pouvoir l'exprimer à des collègues qui sont d'autres disciplines, leur expliquer le premier, second principe de la thermodynamique, on peut le faire. Ça peut se faire. Mais c'est d'abord un travail disciplinaire. Et donc, il y a ce côté un petit peu paradoxal. Plus on fait de l'interdisciplinaire, plus on doit travailler profondément sa propre discipline. Oui, merci pour vos interventions, vos remarques et les questions de la salle. J'avais une question peut-être qui était plus directement à Monsieur Thibaut Damour. Et ne voyez dans ma question absolument aucune hiérarchisation hein, des sciences. Je ne voudrais surtout pas rentrer dans ce débat-là, qui n'a à mon sens aucun intérêt. Mais malgré tout, dans certaines sciences, on voit qu'il y a un caractère cumulatif. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un apprentissage qui se fait sur la durée, qui est peut-être moins présent. Et encore une fois, j'insiste, je ne vois pas de hiérarchisation qui est peut-être moins présent dans certaines disciplines. Et en particulier vous, Monsieur Thibaut Damour, n'est-il pas un exercice particulièrement difficile de vouloir exprimer, quand bien même vous avez livré cette bande dessinée au grand public, un domaine, donc de communiquer finalement, de parler à d'autres scientifiques, et puis finalement à tout le monde, à travers des mots qui sont parfois difficiles, des concepts qui ont probablement mis des années à se mettre en place, pour finalement arriver à un savoir partagé et intelligible de tous. Et je crois que l'acrobatie dans certaines sciences me paraît plus difficile que dans d'autres. Et à nouveau, j'insiste, aucune hiérarchisation dans mon propos, donc j'aimerais avoir votre point de vue sur votre expérience personnelle, qui est à la fois de mathématicien, de physicien, et probablement d'autres disciplines aussi. Merci. Ici, pour la bande dessinée, l'image des mécaniques quantiques peut s'exprimer en image. Le concept fondamental de mécanique quantique, c'est que
il y a des superpositions de réalités différentes, et ces superpositions sont décrites mathématiquement par des nombres complexes. Et si vous dites nombre complexe, x plus y, personne ne comprend. Et dans la bande dessinée, c'est remplacé par le cercle des couleurs. Donc, tout le monde peut comprendre que ici, toutes les personnes ici peuvent être représentées en superposition avec deux couleurs différentes. Donc, je pense que ça, c'est un vrai effet du graphisme qui peut donner accès à des choses qui sont mathématiques, mais qui sont aussi... Et à propos, je voulais aussi dire, pour le dialogue entre disciplines, des disciplines un peu proches, comme les maths, la physique théorique et autres, les diagrammes ont une pérennité énorme dans l'histoire de la science. C'était quelque chose que Gilles Châtelet particulièrement, et pour l'honorer, je déraisonnable efficacité des diagrammes n'existe pas. Et puisqu'on voit des évolutions de diagrammes qui vont de Faraday et les lignes de force jusqu'à Feynman et la théorie des cordes aujourd'hui. Et aussi, pour une petite expérience personnelle, je sais que un jour, on travaillait sur quelque chose qui est qu'est-ce qui se passe dans une structure chaotique dans le Big Bang. Et en fait, la solution est arrivée en dessinant un diagramme, un tableau, qui s'appelle le diagramme de Thinking et qui est lié à des structures mathématiques sophistiquées. Mais en fait, le diagramme contient beaucoup plus de... Je ne savais même pas ce que c'était qu'un diagramme de Thinking avant de le dessiner. Et il fait sortir des choses cachées qui ne sont pas du domaine verbalisable. Enfin, après, on peut dire, voilà, ça veut dire ci et ça veut dire ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une prégnance de cet autre langage qui est trans-scientifique, transdisciplinaire, qui sont les dessins. Et aujourd'hui, beaucoup de physiciens, quanticiens, par exemple, ne dessinent que des diagrammes pour représenter des phénomènes très complexes. Et ça, il y a une puissance du diagramme qui est très importante. Et il y a peu d'études dont je sache là-dessus. Comme Vincent, je voudrais vous remercier de la richesse du débat. Je suis chimiste, professeur émérite défroqué, immigré de la deuxième génération et badaud du magnétisme moléculaire. Et j'ai en fait deux questions ou deux remarques. La première porte sur comment se parle-t-on entre scientifiques. Il y a sans doute, et ce matin et cet après-midi, un mot et un concept qui n'est pas apparu parce que pour se parler, soit entre scientifiques, soit du scientifique vers un public éventuel, il faut la liberté académique. Et on sent dans notre France aujourd'hui que ceci est remis en cause. Donc ça, c'est une remarque. Mais ma question sur le dialogue entre scientifiques, on a parlé tout à l'heure d'une question d'un doctorant à un grand physicien quantique en lui disant salut Claude. Ailleurs, c'est salut. Donc, quel rôle joue la convivialité lorsqu'on se parle entre scientifiques dans une équipe, dans un labo, dans un institut, dans une discipline, dans les congrès, etc. Et en gros, ma question, c'est, après avoir visité la maison Poincaré, qui aurait pu s'appeler maison Jean Perrin, quel rôle joue la salle de thé ou la salle de réunion dans un laboratoire ou dans un institut? Aujourd'hui, il n'y a plus de salle de thé où Jean Perrin discutait effectivement de l'existence des atomes après les avoir montrés. Ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'est donc à la fois à tout le monde et à notre collègue linguiste. Je ne sais pas si qualifier pour ce que je fais en ce moment, qui est, j'essaie de m'adresser, de faire passer la chimie et la science à des jeunes gens. Comment, et le seul mot que vous avez utilisé les uns et les autres pour parler de cette activité vers le grand public, c'est vulgarisation. Et donc, pour la linguiste, quelle est la différence entre vulgarisation, popularisation, médiation, valorisation, etc., etc.
Et si ce sont des questions incongrues, je les retire. Pas du tout, je crois pas. Concernant la salle de thé, c'est un des éléments essentiels de l'Institut des hautes études scientifiques. Tous les jours, entre 4 et 5, les gens sortent de leur bureau où ils ont travaillé depuis le matin 10 secondes, hein, ça dépend, et se parlent entre eux. Et l'autre domaine très important, c'est la cafétéria, où il y a toujours du papier et des crayons. Et dans beaucoup de mes articles, par exemple, je remercie des gens, des mathématiciens, Fer Gabert, pour avoir résolu une question que je lui posais à l'heure du déjeuner. Et aussi, je me rappelle la première fois que je suis venu à l'IHES, il y avait un concept abstrait qui était très à la mode, des polynômes de Jones. Et je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'un polynôme de Jones. Et j'avais peur de poser la question quand je déjeunais en face de Von Jones, qui était là. Et m'a dit, mais Thibaut, c'est facile, prends un petit bout de papier et en 2 secondes, il m'explique ce qu'est un polynôme de Jones. Donc la communication personnelle au thé, à la cafétéria, joue encore un rôle très important dans certains endroits, comme l'Institut des hautes études scientifiques. Juste, je rajoute que c'est vrai dans tous les laboratoires de mathématiques du monde. Oui, oui, oui. Tous les labos du monde même. Ceux que je connais. Oui, je peux dire que c'est pareil dans le laboratoire de linguistique. La chose la plus importante, c'est la machine à café. C'est pour ça qu'on a café était gratuit et en général, on se retrouve vers 13 heures à la machine à café. Et on a aussi un séminaire hebdomadaire qui s'appelle le Ling Lunch, donc c'est à l'heure du déjeuner tous les jeudis midi. On écoute un exposé et on en parle après, et on mange ensemble et c'est important. Donc oui, on s'appelle par prénom, on se tutoie, sauf que quand on parle en anglais, il n'y a pas de différence, c'est you. Moi, j'essaye de vous voyez mes doctorants jusqu'à la soutenance, j'y arrive plus ou moins. Mais évidemment, ils m'appellent pas madame, par exemple, c'est sûr. Euh, Après, votre question sur la terminologie, moi, je fais pas beaucoup de différence, enfin, entre médiation et popularisation, mais on essaye d'adapter son discours. Voilà, quand c'est dans une médiathèque ou quand c'est avec des profs du secondaire, ou quand c'est avec des journalistes, il y a des gens avec qui ça vaut pas la peine de débattre, sans doute, parce qu'ils ont voilà, un agenda politique. C'est difficile de, enfin, si c'est des gens enfin, la plupart des gens ont un avis sur la langue, voilà, sur le français. Et donc, c'est intéressant de parler avec eux, de leur dire ce qu'on peut apporter, ce que peuvent apporter les connaissances linguistiques. Mais après, si c'est des gens qui sont obtus, qui, voilà, sont pas ouverts et veulent pas discuter, en fait, ont un autre agenda, ça vaut sans doute pas la peine. Il y a un tutoiement en anglais, ça consiste à ajouter le prénom. What do you think, Joe? C'est très différent de do you think. What do you think, c'est que pensez-vous? What do you think, Joe? C'est qu'est-ce que tu penses, Joe? Parce que what do you think, c'est qu'est-ce que vous pensez, hein? Ça peut être un Qu'est-ce vouvoiement. que tu Hein. penses? Il n'y a Alors, pas de tutoiement, on l'idée peut d'ajouter le considérer qu'il y prénom. a du vouvoiement que du vouvoiement. Oui, oui, là, d'accord. L'idée d'ajouter le prénom, pour moi, c'est un peu ambivalent parce que je sais que dans la conversation ordinaire, quand quelqu'un ajoute le prénom, c'est mauvais signe. C'est plutôt un signe d'énervement, d'exaspération. Moi, quand on me dit oui, bien sûr, je viendrai, tu sais, mais quand on ajoute Anne, c'est mauvais signe. Ou alors, il y a le bonjour Anne qui peut être un peu condescendant. Voilà, moi je me suis aperçue que je disais bonjour Ali à notre personne administrative, mais je vais pas dire bonjour Barbara à ma collègue. Donc, le prénom, c'est voilà, c'est quand c'est des parce que chacun connaît, voilà ça, chacun connaît le prénom de l'autre. C'est pas comme si on avait besoin de le rappeler. Moi, je sais comment je m'appelle, je m'appelle, on me le rappelle. Donc, c'est compliqué les histoires de prénoms, mais ça fait partie des choses qui sont étudiées en linguistique. Bon, merci beaucoup. Je crois qu'on peut s'arrêter le temps d'une petite pause.